Voici une capsule vidéo dans laquelle on va s'intéresser à la répartition des pressions dans un silo dans lequel on va stocker des poudres. Alors, quelques analogies et distinctions entre les poudres et les fluides. Tout d'abord, en termes d'analogie, les poudres comme les fluides ont une certaine aptitude à s'écouler. Et on peut même avoir des comportements du type de choses qu'on peut avoir avec les fluides complexes, avec une rhéologie un petit peu particulière, c'est-à-dire l'existence d'une contrainte seuil. Mais il y a aussi un certain nombre de distinctions entre le comportement des poudres et celui des fluides lorsqu'ils s'écoulent. Alors, tout d'abord, on va avoir une problématique de masse volumique variable lorsqu'on s'intéresse à des poudres, alors que dans les fluides, sur des zones suffisamment petites, on n'a pas ce problème de masse volumique variable. Deuxième chose qui va nous concerner très directement lorsqu'on va s'intéresser au silo, c'est le fait que la pression n'est pas isotrope quand on s'intéresse à une poudre. Vous vous souvenez peut-être que dans un fluide, on va avoir une pression qui est égale dans toutes les directions de l'espace quand on se place à un point donné. Ce n'est pas le cas lorsqu'on est dans une poudre et on va notamment avoir une différence entre la pression latérale, donc qui va être dans le plan horizontal, et la pression verticale. Elles sont liées par un facteur K qui est lié à l'angle de frottement interne qu'on a pu voir précédemment. Donc ça, c'est une différence vraiment importante, le fait qu'on ait cette pression qui n'est pas isotrope, et en particulier la différence entre la pression dans le plan horizontal et la pression verticale. Deuxième chose, qui est particulière aux poudres et qui est différente par rapport aux fluides, c'est qu'on a des contraintes tangentielles qui ne sont pas nulles au repos. Vous vous souvenez que lorsqu'on s'intéressait à des fluides, on avait l'existence d'une contrainte tangentielle qui est liée au frottement, en fait, uniquement lorsque le fluide est en mouvement. Eh bien, ce n'est pas le cas dans les poudres. Même lorsqu'elles sont au repos, il existe une contrainte tangentielle, donc, qui est notée tau ici, et qui est reliée à la pression latérale, donc celle qu'on avait vue précédemment, par une grandeur qu'on notera mu. Ce n'est pas tout à fait anodin d'avoir utilisé cette notation, puisqu'il y a d'une certaine manière un certain lien avec la viscosité des fluides. Et donc ce mu, il est lié à l'angle de glissement qu'on avait également défini précédemment. Alors, on va maintenant s'intéresser à la manière dont les pressions vont se répartir dans un silo. On va se prendre un silo circulaire, et on va supposer qu'il a un fond plat pour simplifier les calculs. Bien sûr, par la suite, on reverra que les silos dans la réalité n'ont pas de fond plat et on verra aussi pourquoi. Alors, on va se donner donc ce silo. Il est rempli de poudre sur une certaine hauteur et on va s'intéresser plus particulièrement à une petite tranche à l'intérieur de ce silo, une petite tranche horizontale. Donc ça, c'est une manière assez classique lorsqu'on étudie des problèmes de mécanique de regarder des tranches, pas qu'en mécanique d'ailleurs. Donc on a cette petite tranche à laquelle on va s'intéresser plus particulièrement et on va notamment regarder les différentes forces auxquelles cette tranche est soumise. Alors, on va avoir évidemment une force qui est le poids, donc qui est dirigée qui est verticale, dirigée vers le bas, et qui va avoir pour norme mg. Donc m étant la masse de la petite tranche de poudre. On décrira plus en détail ensuite quelle est la valeur de cette masse. On va avoir une résultante de force de pression verticale qui va s'appuyer sur la partie supérieure de la tranche, et une résultante de force verticale qui va s'appuyer sur la partie inférieure. Donc ici, on va avoir un PV plus dPV. Il y a une différence qui est liée à la différence de niveau dans le silo entre la pression qui s'applique sur la face supérieure et celle qui s'applique sur la face inférieure. On a également les contraintes tangentielles. Donc sur toute la périphérie du silo, on va avoir une contrainte tangentielle tau. Et on va avoir également, on l'a vu, une pression latérale qui va s'appliquer également sur tout le pourtour de cette tranche. Alors, cette pression latérale, en fait, donc elle s'applique sur tout le pourtour de la tranche et on va avoir, puisqu'on est dans le même plan horizontal, une pression latérale qui est la même sur toute la périphérie de la tranche. Donc, en fait, ces pressions latérales, elles vont s'annuler mutuellement et donc on va pouvoir faire notre bilan de force uniquement dans la direction verticale. Alors, justement, on va se donner un axe vertical
que j'oriente dans ce sens-là. Donc un axe des Z avec une position 0 ici qui correspond à la surface du lit de poudre. Et puis dernière chose, on va se donner la section de du silo, donc qui est circulaire, et qu'on va noter grand oméga. Donc voilà pour la description de ce silo et puis les différentes forces qui vont intervenir. Alors, on va pouvoir écrire le bilan de force, justement. Et on va l'écrire directement en scalaire, puisqu'on a vu que tout ce qui était pression latérale s'annulait mutuellement. Donc, on va s'intéresser uniquement aux forces qui sont verticales. Alors, on va avoir la différence entre les résultantes de pression sur la face supérieure et sur la face inférieure de la tranche, qui va nous donner un terme en moins d de PV multiplié par oméga, puisque pour avoir une force, il faut multiplier la pression par une surface. Donc, évidemment, c'est la surface du silo, la section du silo. Ensuite, on va avoir le poids, donc mg ici. On peut détailler la masse de la tranche en disant que c'est tout simplement la masse volumique apparente de la poudre qui se trouve à l'intérieur du silo, multipliée par la section du silo et la hauteur de la tranche des Z, donc que j'avais défini ici. Et tout ça multiplié par G, évidemment, pour obtenir le poids. Donc lui, il est bien dirigé dans le même sens que mon axe des Z, donc il a un signe plus. Et puis on va avoir un terme donc, qui est dans l'autre sens, puisque la contrainte tangentielle, elle est dirigée vers le haut. Donc on va avoir un moins. Alors la contrainte tangentielle, elle s'applique sur la surface externe de la tranche. Donc en fait, c'est la périphérie, le périmètre pardon, du silo multiplié par dz pour obtenir la surface sur laquelle s'applique cette contrainte tangentielle. Et donc on multiplie tout ça par la fameuse contrainte tangentielle. Et puisqu'on est dans un silo, on suppose qu'il est fermé ici, on a une poudre qui est statique à l'intérieur du système, donc la somme de ces différentes forces doit être nulle. Alors, on va pouvoir se donner quelques petites simplifications. On va diviser tous les membres par la section du silo. Donc du coup, on fait apparaître ici le rapport entre le périmètre et la section du silo. Sachant qu'on a affaire à un silo circulaire, ce rapport il est égal à 4 sur D, D étant le diamètre du silo. Et on va pouvoir donc réécrire notre bilan de force comme étant un moins D de PV sur dz, donc on va mettre tout divisé par dz, plus le ρ apparent fois g, moins donc le 4 sur d fois taux, qui est égal à 0. Alors, ce taux, on a vu dans ce que j'ai défini précédemment que c'était égal à mu fois PL, le PL étant donc la pression latérale, et cette pression latérale est elle-même égale à K fois PV. Donc du coup, on va se retrouver avec une équation différentielle dans laquelle on a PV qui apparaît ici, ainsi que ici. Donc, si je réécris cette équation un petit peu plus proprement, j'obtiens donc moins d de PV plus ρ apparente fois G moins 4 sur D, donc j'ai mu K PV, tout ça étant égal à 0. Donc, et j'ai oublié ici c'est un dP sur dz. Je vais pouvoir un petit peu réarranger cette équation pour qu'elle se trouve présentée de la manière dont on connaît bien ensuite les solutions. Donc je peux l'écrire comme étant d de PV sur dz plus donc 4 sur d mu k PV, et tout ça est égal à ρ apparente fois G. C'est-à-dire que j'ai une équation du type dy sur dt plus 1 sur taux
fois Y qui est égal à une constante. Ce type d'équation différentielle du premier ordre avec second membre constant, a pour solution quelque chose du type Y égale A, qui est une constante, fois exponentielle de moins t sur tau, plus B. Alors, les coefficients A et B, on va les déterminer. Alors, pour B, en fait, il est lié à la valeur de la constante ici. Et pour A, en fait, on va utiliser une condition limite, c'est-à-dire qu'on va s'intéresser à ce qui se passe au niveau de la surface ici de la poudre et on va imposer une pression connue. Alors, soit on se dit que c'est la pression atmosphérique, soit on se dit qu'on travaille en pression relative et du coup, cette pression en surface, ça sera 0 en pression relative. Donc, du coup, l'équation différentielle que l'on a ici, eh bien, on peut la résoudre. On va déterminer les différentes constantes et on obtient ce qu'on appelle l'équation de Janssen qui donne donc l'expression de la pression verticale à l'intérieur d'un silo en fonction de la position verticale à l'intérieur de ce silo et on retrouve les différents groupements qu'on avait vus apparaître. Là, on a le 4 sur D fois mu K et puis ici une constante qui est liée à l'équation différentielle précédente. Alors, j'ai rappelé qu'on peut aussi, une fois qu'on a la valeur de la pression verticale, calculer la pression latérale en multipliant tout simplement par petit k. Et ce qui est intéressant lorsque l'on regarde l'expression de cette pression verticale, c'est qu'on voit qu'on a affaire à une exponentielle décroissante. Ce qui veut dire que lorsque on a une hauteur de poudre suffisamment grande, eh bien, le terme en exponentielle va devenir négligeable et la pression verticale va devenir constante, égale à ce facteur qui est donc devant le crochet ici. Donc si je représente mon silo donc, comme ceci, que je représente donc, mon axe des Z, et puis ici je vais représenter la pression qui règne au niveau de notre silo, et bien en fait, plus je vais m'éloigner de la surface, plus cette pression va croître, mais on a quelque chose qui va avoir une forme un peu comme ça, et au bout d'un moment, on va arriver à quelque chose de constant, qui est en fait la valeur de ce terme-là. Alors que si on avait affaire à un liquide, par exemple, on aurait quelque chose qui augmenterait continuellement, puisque vous savez que la pression dans un liquide, elle est proportionnelle en fait à la profondeur. Donc voilà quelque chose d'un peu particulier qui va se passer dans les silos. Alors on peut se dire que c'est intéressant d'avoir cette pression qui finalement finit par atteindre une limite. Mais la chose embêtante dans les silos, c'est l'existence de cette pression latérale qui va occasionner parfois quelques accidents qui peuvent être dramatiques sur ces différents silos. Donc, vous aurez l'occasion d'utiliser cette équation de Janssen avec quelques applications numériques. Et je vous laisse découvrir maintenant la problématique de la vidange des silos, puisque maintenant qu'on a vu comment les pressions se répartissaient dans ces silos.